avait quitté le sol sénégalais il y a près de 15 jours sur autorisation de sortie du territoire pour recevoir des soins médicaux en France à Bordeaux. Nous sommes en ligne avec Maître Moustapha Dian, un des avocats de Cheikh Béthio Thioune. Maître Dian, bonsoir. Bonsoir. Alors, j'imagine que cette décision vous vaut une énorme satisfaction ce soir. Oui, effectivement, la décision qui a été rendue ce matin nous vaut à la fois une satisfaction, mais je dois préciser que nous l'accueillons avec une très grande humilité. Parce que les faits à la base des poursuites engagées contre notamment Cheikh Béthio Thioune, il faut le dire, c'était des faits extrêmement graves qui ont quelque part en son temps également secoué l'opinion. Mais effectivement, la justice a fait son travail, la justice continue de fonctionner dans cette affaire et nous nous réjouissons bien entendu de cette liberté provisoire qui permettra sans aucun doute à notre client de faire face à ses soins médicaux. Et je pense également que cette décision doit être saluée comme une décision rendue en toute sérénité par la justice sénégalaise qui a marqué encore une fois du sceau de l'indépendance et du professionnalisme la décision donc qui vient d'être rendue. Nous nous en réjouissons sans occulter effectivement la gravité de cette affaire qui, je sais, qui, je l'espère bien, bientôt connaîtra son épilogue devant une juridiction de jugement. Alors, Maître Moustapha Dian, est-ce à dire qu'avec cette liberté provisoire, Cheikh Béthio Thioune n'est plus assujetti à une contrainte de temps concernant ses soins médicaux en France? Bien entendu, vous savez, le Cheikh Béthio Thioune a été mis en liberté provisoire dans les conditions que nous savons tous. C'est une personne âgée, donc qui était malade, cela est un secret de polichinelle. Et le mettre en liberté provisoire permettra sans aucun doute aux praticiens de la médecine de faire face à des besoins quand même urgents et des besoins également qui reposent sur des principes garantis par la Constitution du Sénégal, effectivement par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, toutes ces dispositions qui font quand même du droit à la vie, du droit à la santé, un droit inaliénable et imprescriptible. Et il est heureux aujourd'hui que la Chambre d'accusation, dans sa sagesse, ait permis quand même de faire face à tout cela. C'est vraiment une décision que nous saluons, que nous respectons et qui est conforme à tout point de vue aux lois et règlements en vigueur dans notre pays. Maître Moustapha Dian, merci. Je rappelle que vous êtes l'un des avocats du guide des Tiantakoun, Cheikh Béthio Thioune. Nous parlons de tout à fait autre chose. Voilà 2 jours que près de 50 étudiants, section géographie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, observent une grève de la faim. Ces pensionnaires de la faculté des lettres et sciences humaines exigent une inscription en master, voilà, et puis note surtout le refus de dialogue de la part de l'administration. Faux rétorque le doyen de la faculté. Il met en branle les échecs répétés de ces 10 étudiants. Reportage Maïmouna Ndiaye, Colossissé. C'est la déception chez ces étudiants en licence 3 en géographie. La diète est aujourd'hui le dernier recours pour exiger leur admission en master. La façon dont l'administration a conduit ce système-là, nous le déplorons. Ils ont converti ça d'une façon arbitraire et injuste. On ne peut pas, par exemple, valider une matière en LANSEM et on l'a converti en 9 crédits et la matière qui nous reste en licence, pour reprendre la licence, il leur convertit en 6 crédits. Ces étudiants se disent être en règle avec l'administration qui a déclaré toutes leurs revendications irrecevables. À part de cette année-là, le master maintenant est sélectif. Ils disent que même si nous reprenons la licence, et après l'examen on passe, nous ne serons pas sélectionnés en master. On va continuer, même s'il y aura des morts ici, on va continuer à faire la grève tant qu'on n'aura pas gain de cause. Pour le doyen de la faculté des lettres et sciences humaines, il n'y a aucune possibilité de les repêcher cette année. Le décompte final des unités de valeur qu'ils ont obtenues est de 6 unités de valeur. Donc il leur manque une unité de valeur. Et dans la règle pédagogique, il faut reprendre la licence pour obtenir l'unité de valeur qui leur manque. S'ils l'obtiennent l'année prochaine, ils auront le diplôme qu'on appelle la licence. Ils sont venus dire qu'il faut qu'ils soient repêchés pour obtenir leur licence. Je leur fais comprendre que les règles pédagogiques et académiques reviennent au département
qui ont fait leur travail comme ils devaient le faire. Ils ont repêché ce qui pouvait être repêché. Ceux qui ne le peuvent pas ne peuvent pas être repêchés. Ils sont obligés de redoubler pour reprendre l'unité de valeur qui leur manque. Sur les 316 étudiants concernés par cette mesure, une cinquantaine a suivi le mot d'ordre de grève. Un étudiant est à ce jour évacué d'urgence à l'hôpital. D'ailleurs, ses camarades sont en train de collecter de l'argent pour assurer ses frais médicaux. Les moniteurs d'auto-école décident de bloquer l'accès aux examens pour le permis de conduire et ce jusqu'à nouvel ordre. Ils ont pris d'assaut ce matin le service des mines pour dénoncer l'augmentation de certaines taxes. Et malgré une rencontre avec le directeur des mines, disposé à trouver des solutions, les moniteurs restent fermes sur leur position. Fatou Bintou Conté, Colossissé. Ils sont plus d'une centaine de moniteurs et d'employés d'auto-école à assiéger ce jeudi les locaux du service des mines pour fustiger l'augmentation des taxes sur les permis de conduire. Du jour au lendemain, on est tombé sur une surtaxe. C'est-à-dire que le classement qui se faisait de l'ordre de 4 000 francs passe de 4 000 à 10 000 pour un examen. Et ceci, à chaque fois, répété à chaque fois qu'un candidat doit passer un examen. Alors on se retrouve avec des taxes doublées, alors des taxes qui n'ont pas été prises en compte avec les forfaits que nous avons négociés avec les candidats. Ces moniteurs d'auto-école en ont profité pour rencontrer le directeur des mines. Sorti réjoui de cette entrevue, néanmoins il compte sur l'opposition d'arrêter le passage des permis pour le moment. Bon, on est sorti de la rencontre très ragaillardi. Pourquoi? Parce que on n'a pas voulu faire comme Gribouille, qui pour s'éviter les gouttes de pluie s'est jeté dans la rivière. C'est pour ça qu'on est allé voir le directeur. On lui a expliqué textuellement le but de notre mouvement. Il a compris, parce que comme l'a dit tout à l'heure dans une télé de la place, le président, au moment de la promulgation de cette loi, même les autorités de tutelle du permis de conduire n'étaient pas associées. Alors il a fallu qu'on lui rende compte de tout ce qui s'est passé depuis hier après le point de presse et il nous a bien compris. Et il nous a dit qu'il est en phase avec ce que nous faisons. L'amicale des auto-écoles suspend les examens du permis de conduire jusqu'à nouvel ordre. Les examens concernant les auto-écoles et concernant les particuliers. Il n'y aura plus d'examen. Face à ces décisions, ces moniteurs d'auto-école interpellent le chef de l'État Macky Sall au risque de grossir le rang des chemins. Le coût des appels téléphoniques revu à la baisse pour les Sénégalais de l'extérieur. Le président de la République, Macky Sall, vient de signer un décret abrogeant la surtaxe sur les appels entrants. Information donnée par le directeur des télécoms, Modungom. Il s'exprimait en marge d'une visite organisée par les cadres de la RTP sur les sites techniques de la Sonatel à Technopole et du câble sous-marin ACE de Wakam. Modungom interrogé par Dissa Prera et Alun Kagne. Ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que les appels entrants sont derrière nous. Il y a eu un décret l'abrogeant et par rapport à ça, normalement, ce que payaient les Sénégalais il y a 3 ans, aujourd'hui, ils ne doivent pas payer plus, ils doivent payer moins cher. Même ce qu'ils payaient suite à la surtaxe qui a été liée aux appels entrants, aujourd'hui on ne l'a plus parce qu'il y a eu un décret qu'il a abrogé en 2012. Donc par rapport à ce coût ou bien des appels internationaux vers le Sénégal, je pense que ça doit revenir au prix. Normalement c'est revenu partout par rapport au prix qu'on avait il y a environ 2 ans de cela. Plutôt que de renvoyer la balle au Premier ministre, Moustapha Niasse doit prendre ses responsabilités et proposer une loi spéciale sur la déclaration de patrimoine. La suggestion est du Forum civil qui renvoie Moustapha Niasse à son statut de député. Le président de l'Assemblée nationale, en attendant, a adressé une correspondance au Premier ministre l'exhortant à accélérer la procédure d'envoi de ce projet de loi sur la déclaration de patrimoine. Chérif Diaya Diallo. Même s'il avoue avoir déposé sa déclaration de patrimoine au Conseil constitutionnel, Moustapha Niasse doit encore attendre l'effectivité de la loi qui la régit. À cet effet, le président de l'Assemblée nationale a écrit au Premier ministre l'invitant à accélérer la procédure relative au projet de loi spécial sur les modalités de la déclaration de patrimoine. Le président de l'Assemblée nationale, lui-même, il peut faire
il est député également, il ne faut pas l'oublier. Lui-même, il pouvait faire une proposition de loi allant dans ce sens. Donc je ne suis pas d'accord qu'il rejette la balle au Premier ministre. Lui-même, il peut faire une proposition de loi qui fixe les modalités pratiques de cette déclaration de patrimoine. Et dans ce sens-là, bien vrai que la loi 2012 renvoie à une autre loi, mais il pouvait faire une proposition également allant dans ce sens très rapidement, de la même manière qu'il a été vraiment très courageux pour aller directement écrire le Conseil constitutionnel et déposer au greffe du Conseil constitutionnel. De cette même manière également, durant tout ce temps-là qu'on a attendu, il pouvait faire une proposition de loi allant dans ce sens. L'Assemblée nationale avait adopté le 22 décembre 2012 la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Mais celle-ci doit être complétée par la loi spéciale sur la déclaration de patrimoine qui ne vise pas seulement les élus. Elle s'adresse aux hauts fonctionnaires également, c'est-à-dire à tous les hauts fonctionnaires, que ce soit des corps de contrôle, l'inspection générale d'État, que ce soit le corps des impôts et domaines, le corps également de l'inspecteur du Trésor. Je pense que c'est là où on attend plus même cette déclaration de patrimoine, au-delà des politiques, parce que souvent les gens ont tendance à tourner vers les politiques. Dans un communiqué rendu public ce mercredi, le président de l'Assemblée nationale a annoncé avoir déposé sa déclaration de patrimoine au greffe du Conseil constitutionnel le 25 janvier 2013. Avant lui, le président de la République, le maire de Dakar, entre autres élus, en avait fait de même en attendant le vote de la loi. Et puis après plusieurs mois d'attente, les députés ont reçu en tout cas leur voiture de fonction, 150 véhicules 4x4 commandés par l'État du Sénégal pour un coût global de 4 milliards de francs CFA, dit Saprera. C'est la fin du calvaire pour les députés de la 12e législature. L'État du Sénégal avait commandé 150 véhicules 4x4, des véhicules de marque Toyota qui sont désormais disponibles chez le concessionnaire. Selon certaines sources, les représentants du peuple ont même commencé à prendre possession de ces voitures. Au total, c'est un montant d'environ 4 milliards de francs CFA qui a été débloqué pour l'achat de ces véhicules à raison de 28 millions de francs l'unité. Une dépense fustigée par les détracteurs de la coalition au pouvoir après les salaires plafonnés à 2 millions les 1000 litres de carburant mensuel ainsi que les passeports diplomatiques élargis aux épouses des députés. Les représentants bénéficient de voitures de luxe. Pour rappel, les députés de la précédente législature avaient des voitures de fonction de marque Hoover qui coûtaient 2 fois moins que ces nouvelles acquisitions. Des voitures qui, après la fin des mandats des députés, ont connu diverses fortunes. Et puis on parle à présent de cette affaire qui secoue le complexe scolaire Abbas Sall. Il s'agit de l'amputation du doigt d'une élève de 6 ans et le débat sur le châtiment corporel à l'école de refaire surface. Le père pointe du doigt la maîtresse. Pour lui, tout serait parti d'une punition infligée à l'école, mais la direction de l'établissement scolaire balaye d'un revers de la main ces accusations. Suivons cette enquête de Fatiga, image Yaya Diallo. Une matinée calme chez les Meng, la petite Khadija regarde stoïquement sa main droite après l'amputation de son annulaire il y a quelques semaines. Tout serait parti d'une punition que sa maîtresse lui aurait infligée. Sa maîtresse m'a dit d'or. Dans Khadija vient ici, un élève n'a don wax. Yenen élève n'a don wax papa tam mu wax ma Khadija vient ici mu dem dor ma. Gi la defoon papa tam mu def ni dor. L'enfant est revenu de l'école en pleurant, affirmant que sa maîtresse l'a frappé violemment avec une règle en bois. À l'hôpital militaire de Ouakam, on a fait, parce que là-bas, naturellement, il y a plus de moyens, il y a la radio. Donc on a fait la radio, on a trouvé que vraiment la phalange du doigt du quatrième doigt de la main droite a été complètement brisée et de tous les côtés. Bon, ils ont recommandé de faire l'amputation. Il n'y avait même pas à attendre. Ils ont amputé le doigt. Le papa de la petite fille, très remonté, n'arrive toujours pas à comprendre l'attitude de la maîtresse. Selon lui, l'enseignante est pourtant l'unique responsable des faits. Ce qui m'a poussé à porter plainte, parce qu'il y a eu un incident grave qui s'est passé à l'école. Une semaine après l'incident, après l'amputation, je suis parti à l'école pour récupérer ses livres de lecture, pour lui faire des cours de rattrapage. Alors, quand je sortais, la secrétaire m'a demandé si Khadija allait bien. Bon, je lui ai dit, bon, elle va bien, mais j'aurais bien aimé que sa maîtresse, quand même qu'elle vienne lui rendre visite.
La maîtresse sortait et elle a répondu d'une manière insolente. Elle a dit, bon, si c'est moi la responsable, donc ma taille. Autre lieu, autre version des faits, complexe scolaire à Bassal où la fille est pensionnaire. Ici, les enseignants doutent de la culpabilité de leurs collègues. Jamais on n'a eu de problème vis-à-vis des parents ou quoi que ce soit. La maîtresse n'a jamais reconnu qu'elle a fait cet acte. Je lui ai donné une demande d'explication qui est là. Elle m'a dit, je n'ai jamais fait. Elle n'a jamais accepté d'avoir frappé l'enfant. Il change régulièrement de version. Dans un premier temps, il est venu me dire que le problème qui s'est passé en octobre. Donc, octobre, novembre, décembre, c'est en janvier que moi j'ai été informé de cette situation. Et l'enfant, elle a composé régulièrement. Pour l'heure, l'enquête suit son cours, mais la petite Khadija vit désormais avec un traumatisme. En effet, l'élève âgé de 6 ans à peine a perdu à jamais un doigt. Et puis cette saisie de 33 kilos de chanvre indien la nuit dernière à Sarigindi, dans la communauté rurale de Djanaba. La brigade de gendarmerie de Sédhiou a mis la main sur un trafiquant du nom d'Ibrahima Kamara, âgé de 32 ans. Le dealer venait de Gambie et se rendait en Guinée-Bissau. Il tombe sous le coup d'une série de patrouilles nocturnes lancées depuis un certain temps par la gendarmerie de Sédhiou. Nous restons dans la même région. Le torchon brûle entre le directeur sortant de l'hôpital de Sédhiou et les travailleurs. Ces derniers s'opposent à la signature de 11 contrats par le directeur. Le corps médical déplore également l'état des salles d'hospitalisation et d'opération. Un point de vue qui est loin d'être partagé par le directeur sortant qui brandit ses réalisations. Suivons ce reportage de Tierno Laurent Bindi et Bakary Conté. Le collectif des travailleurs de l'hôpital de Sédhiou, le corps médical et le SUTSAS de Sédhiou sont très remontés contre le directeur sortant de l'hôpital de Sédhiou. Depuis ces jours, le directeur sortant du dit EPS procède à un sabotage organisé consistant à la signature de contrats à durée déterminée et indéterminée, surtout à des agents incompétents 5 jours après son affectation. En 2012, depuis qu'il est là, aucune rénovation n'a été procédée à l'hôpital. Les salles d'hospitalisation sont défectueuses. Aucun lavabo ni toilette n'est fonctionné dans les salles d'hospitalisation. Et ça, vous-même, vous pouvez le constater ici. Pour les 27 lits de la maternité, il y a une seule toilette pour les malades et les accompagnants. Et la toilette, on va vous faire visiter, vous allez voir vous-même l'état où se trouve cette toilette. Toutes les démarches qui ont été entreprises pour réfectionner les toilettes, il a catégoriquement refusé. Dr Ousmane Gueye, directeur sortant de l'hôpital, rejette toutes ces accusations et brandit ses réalisations. Il s'agit tout simplement de problèmes crypto-personnels. Il ne s'agit pas de problèmes liés à l'hôpital, mais c'est des gens qui aujourd'hui, pour des problèmes d'intérêt, qui sont menacés, essayent de s'agiter. On a fait ces contrats à durée déterminée, en bonne et due forme. Et la signature de l'inspection du travail a été apposée et donc par conséquent ces contrats-là sont bel et bien valables. Nous avons mis en place un service d'urgence de 8 lits qu'on a inauguré il n'y a même pas 2 semaines. On n'a jamais eu de rupture de médicaments ici depuis 2 ans que je suis là. Aujourd'hui j'ai en stock en médicaments une valeur de 18 millions. Vous avez bien vu mon document de passation. J'ai dans mon compte courant 11 millions de francs CFA liquides. J'ai 0 dette. Selon lui, ces travailleurs sont animés de mauvaise foi pour perturber le bon fonctionnement de l'hôpital. L'actualité sportive avec l'ouverture ce jeudi du congrès de l'Association internationale de la presse sportive, AIPS. Des travaux du congrès prévus sur 2 jours avec pour objectif de redynamiser la structure. À ce propos, écoutons Momodou Koumé, il est le président de l'Association nationale de la presse sportive, interrogé par Cheikh Sadibou Diarra et Adia Diaye. L'Association nationale de la presse sportive du Sénégal a accepté d'abriter un congrès qui s'adresse à toute l'Afrique. Vous avez une vingtaine de pays qui sont venus pour 2 jours assister à un congrès. On peut appeler ça un congrès de relance de la section AIPS Afrique. L'AIPS mère
C'est une association qui est très dynamique, qui regroupe 150 pays. Bon, et dans tout le continent, dans tous les continents, il y a des associations très dynamiques, notamment en Europe, en Asie et en Amérique. Mais en Afrique, on peut dire que l'association continentale marque le pas. Donc Dakar, cette réunion a été organisée pour relancer la machine continentale, pour repartir sur des bases nouvelles en Afrique. Et puis la Fédération sénégalaise de football réclame des sanctions à l'encontre des auteurs de propos discriminatoires sur les arbitres et certains dirigeants du football professionnel. Augustin Senghor, président de la FSF, considère que ces sorties peuvent être à l'origine de violences dans les stades. Aussi, la Ligue sénégalaise de football professionnel doit être ferme. Nous l'écoutons toujours au micro de Cheikh Sadibou Diarra. J'appelle la Ligue professionnelle pour que des mesures soient prises et je vais aussi demander aux commissions compétentes, les commissions de discipline, d'éthique, pour qu'à chaque fois que des sorties qui remettent en cause l'éthique dans le football, le fair play, sont faites, qu'on puisse prendre des sanctions, convoquer les personnes, les entendre et à défaut de preuves les sanctionner parce que c'est les germes de la violence dans les stades qui sont nourris de cette manière parce que c'est ces déclarations toujours plus violentes des fois que même les actions des supporters qui peuvent mettre le feu dans nos stades. Et il faudrait qu'on arrête cela. Il ne faudrait pas qu'on installe cette psychose de l'arbitrage, surtout dans des matchs où il y a une bonne tenue des deux équipes, il y a une bonne tenue de l'arbitre et qu'il fallait un vainqueur. Mais Augustin Senghor s'est également prononcé sur la CAN 2019, la CAN senior évidemment, soutenant que le Sénégal n'est pas encore dans les dispositions pour présenter une candidature, d'autant plus que les infrastructures font défaut. On parle toujours football avec la mauvaise passe pour les attaquants sénégalais. Moussa Sow, Dembaba, Papis Demba Cissé ne marquent plus vraiment, peu en verve devant les filets dans les différents championnats européens. Les causes peuvent être diverses et variées selon les observateurs. Reste à savoir si ce manque d'efficacité n'est pas source d'inquiétude à quelques semaines d'un fameux match Sénégal-Angola. Suivons ce reportage de Cheikh Sadibou Diarra. 2013 ne sourit pas encore aux attaquants des Lions. Depuis le début de cette année, ils n'arrivent plus à retrouver régulièrement le chemin des filets avec leurs clubs respectifs. Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette mauvaise passe. Ça arrive à tous les attaquants, même les meilleurs du monde. Il y a la méforme, il y a la concurrence, il y a les blessures, surtout dans cette seconde moitié de championnat qui s'installe. Il y a la pression de l'équipe. Quand on joue dans des équipes qui luttent pour le maintien, on est obligé de changer de système et de jouer avec un seul attaquant. Et au fil des matchs, ça peut user. Donc ça peut user physiquement et mentalement aussi. C'est le lot aussi d'un attaquant d'être, disons, sur une bonne phase et après de connaître un creux. Malheureusement, c'est tous les attaquants maintenant qui connaissent ce creux-là en même temps, quoi. Cette situation doit-elle inquiéter le sélectionneur Alain Giresse à un mois du match Sénégal-Angola? Du tout, même si de toute façon ce ne sont pas tous qui sont en méforme. Je dirais pas méforme, c'est une mauvaise passe. Maintenant, entre les matchs de championnat, je crois que ce sont des joueurs de défi qui savent d'où est-ce qu'ils viennent jusqu'à présent et là où ils veulent amener l'équipe nationale. Ça peut inquiéter quelque part parce qu'il vaut mieux aller vers ce match-là avec le maximum de garanties. En club, ça ne marche pas et ce n'est pas une raison pour que ça ne marche pas en sélection, quoi. Pour Ndiasse Samb, il n'y a pas d'alternative. L'équipe nationale du Sénégal n'a pas d'autres attaquants de meilleur niveau. Je pense que les joueurs qui peuvent régler le problème de l'attaque, ce sont les attaquants actuels de la tanière. Si je peux dire, ce sont un peu les habitués. Les Lions rencontrent les Palancas Negras d'Angola le 23 mars prochain à Conakry. D'ici là, on peut espérer que Papis Demba Cissé, Dembaba, Moussa Sow et compères vont retrouver leur efficacité. Cette édition du soir se poursuit, je vous l'annonçais en titre, la journée internationale de la langue maternelle célébrée ce jeudi 21 février. L'occasion pour la rédaction de faire le point sur l'enseignement des langues maternelles dans les écoles sénégalaises. Aminata Mbaré-Sow et Yaya Diallo se sont rendus à l'école Liberté 6A et c'est le Wolof qui est enseigné en plus du français. Reportage.
cours de Wolof dans une classe de CP. Nous sommes à Liberté 6A. Dans cette école primaire de Dakar, l'enseignement des langues maternelles est une réalité. Les mêmes démarches se font en Wolof et en français. Pour la lecture, on fait la lecture, démarche lecture, Wolof et démarche lecture français. C'est les mêmes méthodes, il n'y a aucune différence. Depuis 2010, le cours de Wolof fait partie du programme de l'établissement. Les classes de CI, CP et C1 sont concernées. Sur le plan résultat, et que la classe bilingue qui fait, où les élèves en tout cas apprennent la langue maternelle, était de loin meilleure que l'autre classe. Même au niveau départemental de Grand Dakar, les meilleurs résultats se situent au niveau de la classe bilingue. L'absence de manuel adapté et un manque de suivi freinent toutefois l'apprentissage en langue maternelle. En ce qui concerne les manuels, ça tarde à venir. On n'a pas encore reçu les manuels qu'ils nous avaient promis depuis l'année dernière. Nous, en tant que directeur d'école, en tant qu'enseignants, ce qu'on voudrait, et ça c'est un appel que je lance aux autorités de ce pays, que vraiment il faut assurer le suivi de l'enseignement de la langue maternelle. La journée internationale de la langue maternelle est célébrée ce jeudi 21 février. La première expérience au Sénégal dans l'enseignement des langues maternelles a eu lieu dans les années 75. Une expérience qui n'a pas abouti. En 2002, la deuxième phase a été entamée selon la direction de l'alphabétisation et des langues nationales. En octobre 2014, 30 classes avec 6 langues nationales sont prévues. Voilà, pour parler de cette journée internationale consacrée à la langue maternelle, nous avons le plaisir de recevoir Momodou Badi, membre de la direction de l'alphabétisation et des langues nationales. Monsieur Badi, bonsoir. Bonsoir, madame. Voilà, justement, depuis combien d'années célèbre-t-on cette journée internationale ici au Sénégal? Bon, permettez-moi d'abord de saluer vos téléspectateurs et ceux qui nous écoutent. Au nom du ministre de l'Éducation naturellement et de la directrice de l'alphabétisation et des langues nationales, Madame Nam Diouf. L'expérience là a duré, si vous avez écouté un peu le reportage qui est passé, depuis les années 70, depuis 75, l'État expérimente les langues nationales à l'école. La première expérimentation donc a duré de 75 à 78 comme ça. Ensuite ça s'est arrêté. Ensuite on a repris de 2002 à 2008. Ça s'est encore arrêté. Les raisons, c'est souvent les moyens qui manquent. C'est souvent puisque les moyens manquent, le retard justement, des manuels. De quels moyens a-t-on besoin par rapport à ce genre de méthode, la mise en place? Est-ce que ça demande des ressources humaines, des ressources financières? Concrètement, comment ça se passe? Oui, les ressources humaines sont exigées parce qu'il faut former les maîtres. Il faut avoir des maîtres qui maîtrisent la méthode, qui ont été donc formés, bien formés. Mais aussi il y aura des manuels parce que comme c'est une expérience nouvelle, il faut des livres appropriés, conformes à la méthode et à la démarche. Et souvent ça pose problème parce que les moyens ne suffisent pas toujours. Donc pour l'expérience de 2002-2008, il y a eu effectivement les retards de manuels, les retards de formation, ou bien même les formations sont écourtées parce qu'il n'y a pas suffisamment de moyens pour assurer cette formation. Il y a également l'inefficacité, enfin l'insuffisance du suivi, parce qu'il faut que les membres de contrôle suivent cela de jour en jour, et donc orientent, réorientent, corrigent, etc. Donc puisque les moyens ne suffisent pas, tout cela n'a pas pu se faire Mais a priori, là, actuellement, l'expérience est en train d'être renouvelée. Est-ce que vous avez idée du nombre d'écoles, justement, qui appliquent donc cet enseignement des langues maternelles à côté, par exemple, du français et de l'anglais? Oui, nous avons une idée, puisque le projet qui va reprendre en octobre prochain, d'ailleurs sous l'initiative de l'OIF, l'organisation de la francophonie, qui est dirigée d'ailleurs par l'ancien président du Sénégal, Abdou Diouf. Cette expérience va reprendre, mais avec 8 pays de la sous-région, dont le Sénégal. Les préparatifs ont commencé.
Beaucoup de choses sont aujourd'hui réalisées. Le plan d'action, les référentiels de compétences vont être élaborés dans les prochains jours. La terminologie est en voie d'achèvement. Vous voyez, donc on est en train de préparer justement cette mise à l'essai encore des langues nationales. Alors nous avons une idée des langues, elles sont 6, le Wolof, le Pulaar, le Serer, le Mandinka, le Diola et le Soninké. Ces écoles, ces classes vont être ouvertes dans l'essentiel des régions. Parce que la classe est implantée en fonction de la langue du milieu. Si par exemple le Wolof est choisi, naturellement Dakar va être couvert, Thiès ou bien le Baol, etc. ou la langue Wolof. Alors, Monsieur Badji, sur le plan pédagogique, quel peut être l'apport pour l'élève d'allier une langue maternelle en plus de la langue officielle, institutionnelle? Quel peut être l'apport sur le plan pédagogique? Oui, l'apport est évident parce que, vous savez, c'est seulement peut-être ici en Afrique de l'Ouest où les enseignements se font en langue étrangère. Mais dans les pays, même les pays développés, même ceux qui tendent vers le développement, ceux qui ont des ambitions de développement, recourent à leur langue. Dans les écoles. Il est démontré par les pédagogues et les psychologues que l'enfant apprend mieux et vite dans sa propre langue. Si vous enseignez un enfant dans une langue qu'il ne comprend pas, une langue étrangère, vous lui ajoutez des difficultés. Parce qu'il faut d'abord qu'il s'adapte à la langue, il faut d'abord qu'il maîtrise cette langue avant d'apprendre les connaissances. Donc ça lui fait énormément une perte de temps énorme. Mais s'il recourt à sa langue maternelle, il avance beaucoup plus vite parce qu'il maîtrise, parce qu'il comprend la langue et il va maîtriser rapidement les concepts et il va acquérir aussi rapidement les compétences et les connaissances qu'on lui enseigne. Donc du coup, la balle est plutôt dans votre camp actuellement avec l'aide des ONG, peut-être de la francophonie. L'État également devra s'investir pour vulgariser cela. Oui, si vous avez suivi le discours du Premier ministre, le discours à l'Assemblée, il avait déjà annoncé que les langues nationales vont entrer à l'école et que cet enseignement va s'étendre progressivement. Donc déjà l'État a annoncé la couleur. Bon, il ne suffit pas juste d'annoncer peut-être. Non, mais on se prépare sérieusement pour véritablement réussir cette fois-ci l'introduction des langues nationales parce qu'il y va de la qualité de l'enseignement. Si on ne passe pas, on ne recourt pas à nos langues, on ne passe pas par nos langues, véritablement on connaîtra beaucoup de retard. Et les pays qui ont recouru à leur langue sont aujourd'hui en avance et ils sont assez développés parce que leurs enfants apprennent vite et comprennent vite et aujourd'hui ils n'ont pas de difficulté même pour les enseignements scientifiques et techniques. Ils n'ont pas de difficulté, j'imagine, également pour apprendre d'autres langues. Ouais. Merci, Monsieur Badji. Je rappelle que vous êtes membre de la direction de l'alphabétisation et des langues nationales. Voilà qui met fin à cette présente édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur la TFM. Merci beaucoup.